Voici la Mecool KM9 Pro Max. À ne pas confondre avec les Mecool KM9 ou KM9 Pro, car elles n'ont pas grand chose en commun si ce n'est la marque. Donc c'est pas le même modèle en version classique, Pro et Pro Max, c'est vraiment une nouvelle box différente. Et elle est d'ailleurs pas fabriquée par Mecool, c'est une box fabriquée par Skyworth, une des 3-4 entreprises qui fabriquent une grande partie des box TV. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et ensuite Mecool a juste à poser sa marque sur la box. Alors qu'habituellement Mecool fabrique la plupart de ses appareils. Mais cet appareil est intéressant parce qu'il nous sort de l'omniprésence d'AMLogic. Elle est certifiée Netflix et qu'elle est vendue entre 60 et 80 € actuellement. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé de la Mecool KM9 Pro Max, une box sous Google TV 12. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Cette KM9 Pro Max m'a été envoyée par Mecool pour que je puisse faire un test et donner mon avis. Si elle vous intéresse, comme d'habitude, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par les liens, ça me permet de toucher une petite commission et de faire vivre la chaîne. Donc voici la boîte de la Mecool KM9 Pro Max. Ça annonce la couleur, c'est sous Google TV. Donc à l'intérieur, on a la box que je vais mettre de côté. Dans un premier temps, on a une alimentation 12 volts 1 ampère, 12 watts. Ça consomme pas énormément, on va dire. On a un câble HDMI qui m'a l'air d'être correctement long, un guide utilisateur et la télécommande. Donc c'est le modèle basique Google G01. On retrouve des raccourcis vers YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+. Donc en général, quand on a ça, c'est qu'elle est certifiée pour Netflix et qu'elle permet d'avoir la définition maximale sur Prime Video et Disney+. On a aussi une touche pour activer le contrôle vocal via Google Assistant, l'accès aux paramètres, etc. Alors voici la box Mecool KM9 Pro Max. Elle a un design classique, elle est petite, carrée. Ses dimensions sont de 96 par 96 par 18 mm. Sur le dessus, on a l'inscription Mecool en lettres argentées. Sur la face avant, on a 3 LED qui symbolisent l'état de l'infrarouge, du réseau et de l'allumage. Sur le côté droit, on n'a rien de particulier. Sur le côté gauche, on a 2 ports USB 2.0 et le petit trou pour le bouton Reset. Au dos, on a un port optique SpeedIF, c'est intéressant. On a un port AV, on a un port HDMI 2.1, on a un port Ethernet 100 mégas et la prise pour l'alimentation. Donc en dessous, on a 4 patins pour l'adhérence, pour bien stabiliser la box. Et on a des fentes pour l'aération, pour bien refroidir l'appareil. Et l'appareil est vraiment très léger. C'est plus ou moins sobre, ça prend pas de place et ça peut facilement s'insérer dans un salon et dans une chambre. Comme j'ai dit en intro de la vidéo, cette box est fabriquée par Skyworth. Elle est d'ailleurs assez proche de la Rocktech GX1, de la Hughes SK2 que j'avais testé précédemment et de la StrongLip S3 Pro. 3 autres appareils fabriqués par Skyworth avec la même architecture et plus ou moins le même firmware. Donc cette KM9 Pro Max tourne sous Android TV 12 avec surcouche Google TV. C'est une interface centrée sur le contenu des applications. On va avoir de nombreuses vignettes qui représentent les contenus des différentes applications, Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Et on va avoir aussi le droit à quelques vignettes de publicité pour des contenus de streaming majoritairement, mais pas que. Je parle bien sûr au niveau de l'interface. Après, dans les applications, chacun a son propre système, soit avec des pubs, soit sans pub, ça dépend. Google Assistant pour le contrôle vocal et Google Cast pour partager du contenu de son smartphone ou sa tablette vers sa TV sont bien évidemment présents, vu qu'on est sur du Android TV certifié Google. Et on va pouvoir installer des applications depuis le Play Store Android TV, des applications spécialement étudiées pour être utilisées avec une télécommande, mais on va aussi pouvoir installer des applications Android en sideload, en téléchargeant des fichiers APK ou à l'aide de stores alternatifs. Par contre, certaines applications de ce genre seront difficilement contrôlables à la télécommande. Il faudra une télécommande adaptée ou un clavier avec une souris par exemple. La Mecool KM9 Pro Max est déjà sortie depuis plusieurs mois, mais il n'y a toujours pas eu de mise à jour. C'est dommage. A priori, il y en a une qui est prévue d'ici peu de temps et ça devrait permettre à l'appareil de passer sous Android TV 14. Donc à voir. Donc pour la partie performance de l'appareil, donc on est sur un SoC Realtek 1325 avec 2 Go de mémoire RAM DDR4 et 32 Go de stockage. Première chose que je trouve sympa, c'est qu'on n'est pas sur du AMLogic, ça change. En revanche, pour la partie processeur, au niveau puissance brute, on est clairement en dessous du nouveau AMLogic S905X5 et on se situe plutôt au niveau du AMLogic S905X4 de génération précédente et même légèrement en dessous. C'est ce qui détermine entre autres la vitesse de déplacement dans l'interface, mais malgré tout la navigation à l'aide de la télécommande se fait correctement la plupart du temps, mais de temps en temps on note quelques blocages, quelques ralentissements, notamment en sortie de veille ou en sortie d'application. 2 Go de mémoire RAM, ça reste correct en 2025, mais à l'avenir ça pourrait peut-être montrer ses limites si les applications deviennent de plus en plus gourmandes, et généralement c'est le cas avec le temps. La mémoire RAM, ça permet par exemple de garder ouvertes plusieurs applications en mémoire, comme ça quand vous essayez d'y accéder, vous n'avez pas besoin de reprendre tout le processus de démarrage de l'application depuis le début. C'est beaucoup plus rapide, et même qu'à
quasiment instantané sur certaines applications. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas intégré un menu multitâche pour fermer ou verrouiller des applications, même si le système est censé gérer ça très bien tout seul. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir beaucoup plus souvent sous les appareils Android TV. C'est encore rarement le cas. 32 Go de stockage, c'est bien. Ça permet d'installer de nombreuses applications. D'ailleurs, en général, les box Mecool sont correctement dotées de ce côté-là. Et ça permet aussi d'installer de nombreuses mises à jour. Encore faut-il qu'il y en ait. Si vous voulez voir tous les scores et les résultats des benchmarks, je vous ai mis le lien vers mon tableau de classement des box TV. J'ai tout répertorié pour chaque appareil que j'ai testé. Ça va s'afficher en haut, sinon c'est en description de la vidéo. En matière de vidéo, cet appareil prend en charge le codec H.265, H.264, VP9 et le codec open source AV1, avec un affichage en 4K à 60 images par seconde. La box dispose de toutes les certifications et DRM nécessaires pour visualiser les programmes des services de SVOD dans la meilleure définition possible. Netflix, Prime Video, Disney+, etc., etc. Les formats de HDR statique, c'est-à-dire HDR10 et HLG, sont pris en charge. Et du côté des HDR dynamiques, on a bien le HDR10+, mais on n'a pas de Dolby Vision. Donc ça va être dommage pour toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder des contenus en Dolby Vision et qui ont une télé compatible. En revanche, ceux qui ont une TV Samsung, ça leur posera pas de problème, car elles ne prennent pas en charge ce format. L'appareil est sous Android TV 12 certifié, donc on a un ajustement automatique de la fréquence d'affichage directement intégré à l'appareil, ce qu'on appelle AFR. Pour simplifier, si vous regardez un contenu en 25 images par seconde, la box va passer en 25 Hz. En revanche, il faut que les applications prennent en charge cette fonctionnalité. Pour les applications de lecture vidéo, Kodi, TV Math, VLC, etc. en général, elles prennent la fonctionnalité. Par contre, pour les applications de SVOD, c'est plus compliqué. Et à l'heure actuelle, parmi les grosses applications de streaming vidéo, il n'y a que Netflix qui prend en charge cette fonctionnalité. C'est pas encore le cas de Prime Video, Disney+, etc. Et en gros, ça permet d'éviter les micro-saccades qu'on peut voir lors de certains mouvements de caméra, notamment les travelling. Je sais pas si vous le ressentez, des fois, vous avez un mouvement de caméra comme ça, un plan, et en fait, au lieu que ça soit bien fluide, on a l'impression que ça fait comme ça. Ça tremblote un petit peu. Et bien c'est ça que ça permet d'atténuer. Mais si vous voyez pas de quoi je vous parle, ne vous inquiétez pas, la plupart des personnes n'y sont pas sensibles. On peut noter aussi la prise en charge du QMS, Quick Media Switching. Ça va permettre que lorsque l'AFR se met en marche, qu'il y ait un changement de fréquence de la box, il n'y ait pas d'écran noir de 2-3 secondes. Ça sera fluide, si votre TV est compatible. J'ai tenté de lire mes vidéos de test habituelles, donc j'ai pas eu de soucis pour le 4K et pour le 1080p. En revanche, les fichiers 8K ne passaient pas, ou seulement l'audio. D'ailleurs, si vous me suivez régulièrement, si vous suivez l'actualité des box TV, vous avez dû remarquer qu'il y a quelques années, il y avait une course à la prise en charge des contenus 8K sur les box TV, sur les processeurs, et c'est plus le cas actuellement. Par exemple, le dernier AMLogic S905X5M ne prend pas en charge les contenus 8K en lecture. En même temps, il n'y a pas beaucoup de contenu 8K et ça n'a pas trop d'importance sur une TV. Et enfin, pour terminer sur la partie vidéo, on a aussi une excellente qualité d'image, tout comme sur la Ugoos SK2 et sur les autres appareils avec même architecture. On a d'ailleurs des traitements d'image par intelligence artificielle. Certaines personnes et certains puristes pourront trouver ça peut-être un petit peu artificiel, mais je pense qu'une majorité de personnes trouveront ça plutôt bien. Et on a notamment une mise à l'échelle vers la 4K par intelligence artificielle pour améliorer le contenu de faible définition. Du côté audio, il y a des choses intéressantes à dire, tout comme sur l'Ugoos SK2 d'ailleurs, mais il y a aussi quelques détails à comprendre. Donc on peut noter la prise en charge de Dolby MS12, de Dolby Math, et l'appareil va aussi pouvoir fonctionner en pass-through. C'est-à-dire qu'il va pas décoder l'audio, il va transmettre ça à l'amplificateur audio, si on en a un bien sûr. Et on va pouvoir avoir, si on a le matériel adéquat, du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus avec Atmos, du Dolby True HD et du Dolby True HD avec Atmos. Mais aussi du DTS HD et du DTS-X. En revanche, pour le Dolby True HD et le Dolby True HD avec Atmos, ça va fonctionner sur Kodi, sur VLC et sur certains lecteurs, mais pas par exemple sur Plex ou sur Jellyfin, malheureusement pour les utilisateurs de ces systèmes. Mais au global, la partie audio, ça reste intéressant et supérieur à beaucoup de box TV du genre, bien qu'il y ait du mieux ces derniers temps. Au niveau des performances en jeu vidéo, on est plutôt sur des capacités d'un smartphone entrée de gamme et encore, c'est moins performant que certains. C'est correct pour jouer à des jeux de type Asphalt 8, Real Racing 3, Riptide GP ou des petits jeux Android TV, mais on aura des graphismes pas trop détaillés et une animation tout juste correcte, mais sans plus. En revanche, et c'est tout l'intérêt de ce genre d'appareil depuis quelques années, c'est qu'on va pouvoir jouer à des jeux PC avec des graphismes super détaillés grâce au cloud gaming et notamment grâce à GeForce Now. Malheureusement, j'ai eu de très nombreux blocages et l'expérience s'est pas avérée concluante. J'ai pas pu jouer du tout sur GeForce Now. Je démarre un jeu, ça freeze de suite. Et enfin, pour le rétro gaming, on ne pourra pas jouer à la PlayStation 2 et à la GameCube. L'appareil n'est pas suffisamment puissant. En plus, il est sur un système 32 bits. Mais on pourra jouer à une partie des jeux de la Dreamcast, de la Saturn, de la PSP et la N64. Et des consoles encore moins puissantes.
Pour la partie réseau, l'appareil fait le minimum. On retrouve du Wi-Fi 5 qui reste correct pour ce genre d'appareil, bien que des normes plus récentes soient disponibles depuis pas mal de temps maintenant, et ça m'a permis d'avoir des très bons débits. Au niveau du port Ethernet, on est limité à du 100 mégas. Bien évidemment, ça suffira pour regarder du contenu sur Netflix ou sur des applications de streaming vidéo, mais ça aurait pu être bien d'y mettre du gigabit pour certains usages et pour prévoir l'avenir. Et enfin, pour la connectivité, on a du Bluetooth 5. Ça vous permettra de connecter des manettes, des enceintes, des écouteurs, etc. Et c'est une norme qui reste correcte. Au niveau du prix, cette KM9 Pro Max est vendue actuellement à 72 $ sur le site officiel, ce qui fait 62 € environ. C'est un prix intéressant. Habituellement, ils la vendent 79,99 $. Et sur Amazon, elle est encore plus chère, elle est à 80 €. Ça reste un prix correct, mais c'est à la limite. Il faut pas trop que ça dépasse ce prix. Ça commence à devenir plus trop intéressant après. Je rappelle qu'il y a seulement 2 Go de mémoire RAM, mais ça permet surtout de tester l'appareil et de le renvoyer si on voit qu'il ne nous convient pas, mais aussi d'avoir un très bon SAV. En conclusion, cette Mecool KM9 Pro Max est une alternative intéressante à la nouvelle Xiaomi TV Box S de 3e génération. Il y a d'ailleurs le lien pour visualiser le test que j'avais fait qui va apparaître en haut de votre écran. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et dans la barre de recherche, vous tapez Xiaomi TV Box S et vous allez voir toutes les vidéos en rapport. Donc elle est intéressante malgré certaines lacunes à prendre en compte selon vos besoins. Comme pour les autres appareils sous la même architecture, ça serait bien qu'il y ait des mises à jour car ces appareils ont du potentiel et ça permet d'avoir un petit peu de diversité dans le monde des box Android TV. Au niveau des plus, j'ai noté les 32 Go de stockage, la qualité d'image, tous mes fichiers vidéo 1080p et 4K sont lus correctement, tous les formats audio passent sur Kodi et la connectique intéressante, malgré certaines limites. Au niveau des moins, j'ai noté seulement 2 Go de mémoire RAM, l'absence de Dolby Vision, l'absence de mise à jour à l'instant T, le cloud gaming qui ne fonctionne pas avec GeForce Now, le Dolby True HD et l'Atmos qui ne passe pas sur Plex, l'absence de menu de multitâche et la partie réseau un petit peu en retrait. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!